Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve en ce petit matin, j'espère que vous avez une tisane, un pilou et que vous êtes bien installés. Aujourd'hui on va parler, alors on va se baser sur un article, mais en fait on va se baser sur l'article pour parler d'autres choses, non, de quelque chose qui concerne l'article, vous allez voir. Je suis tombée sur, non, je suis tombée, non ça fait mal de tomber, mais j'ai croisé au fil de mes pérégrinations de recherche sur un article paru dans un magazine nonobstant tout à fait banal français, racontant l'histoire d'une maman qui visiblement a dû arrêter assez soudainement son allaitement pour des raisons de santé. Alors, je ne connais pas cette maman ni d'Ève ni d'Adam. Je ne connais encore moins l'émission dont il est question, parce que vous allez voir qu'il est question d'une émission télé. Je n'ai pas la télé, les gars, donc voilà. Et certes, je me base sur cet article, mais vous allez voir que c'est pour parler d'autre chose. Je ne fais en aucun cas l'analyse de ce qui est arrivé à cette maman. Je ne suis pas son médecin, je ne suis pas son référent médical, je ne connais pas son dossier. Je ne peux pas prétendre quoi que ce soit vis-à-vis de la situation qu'ils vivent, d'accord? Soyons très clairs là-dessus, c'est très très important de le dire avant qu'on commence, parce que je sais que les vidéos font parfois souvent très rapidement le tour des réseaux, et vraiment je ne suis absolument pas ici pour juger de leur aventure. Je rebondis juste sur quelque chose d'actualité, parce que finalement c'est dans les journaux, donc c'est un phénomène d'actualité, pour enchaîner avec de l'information derrière. Bien sûr, je ne me substituerai jamais, absolument jamais, à un médecin et à votre parcours médical. Si vous êtes concerné, vous allez comprendre. Mais ça permet juste d'en parler parce que je crois que nous n'avons jamais abordé le sujet sur cette chaîne. Avant d'aller plus loin, parce que je vous connais, bande de coquinous, je sais oh là là, non mais l'addiction c'est quand tu veux, hein. Je sais qu'il y en a qui regardent ces vidéos, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Bah écoutez les gars, qu'est-ce que vous attendez? Les gars, les filles, les meufs, les gars, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, hein. Et n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche, comme ça vous serez notifié des dernières vidéos. Dernier petit rappel, et non des moindres, je vous rappelle que si vous ne pouvez pas vous poser pour regarder cette vidéo, vous pouvez tout à fait mettre des écouteurs et simplement écouter ce qui va se dire. Ne vous inquiétez pas, vous ne louperez rien, même si il y a des choses affichées à l'écran, vu que vous le savez maintenant, ça y est, vous commencez à comprendre, je lis tout ce qu'on va croiser au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on se lance avec donc ce petit article que j'ai trouvé dans les journaux internet mais locaux. C'était dans le magazine que vous voyez cité au-dessus. Alors, famille nombreuse, la vie en XXL sur TF1. Alors, je vous l'ai dit, je ne connais pas l'émission, je ne connais pas les gens et je n'ai pas la télé. Donc autant vous dire que, voilà, c'est un peu... Oups là, oups là là, oups là, oups là. Petit... hein, bon, on s'est laissé là. Je voulais mettre en pause la vidéo et puis en fait, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, hein. Bon, ça arrive, même au meilleur. Alors, donc, je disais, je ne connais pas le concept de l'émission. Je ne connais pas la personne en question. Je n'ai même pas la télé, pour vous dire. Je n'ai pas les chaînes de télévision. Donc, on va juste se baser sur ce qui est arrivé. Apparemment, donc nous avons là une maman qui passe dans une émission télé sur une chaîne de la télévision française qui raconte donc qu'elle a dû... Alors attendez, je crois que c'est où? Alors je sais plus, c'est tout au long de l'article. Moi j'en ai fait un résumé. Donc elle partage sa vie donc en tant que maman apparemment de famille nombreuse, ok, sur Instagram, why not? Et a annoncé une nouvelle triste à ses abonnés. Donc apparemment cette dame a annoncé une nouvelle triste à ses abonnés. En disant qu'elle a dû prendre la décision difficile concernant l'allaitement de son dernier enfant et qu'après des examens, elle a appris qu'elle souffrait d'épilepsie partielle et devait donc prendre un traitement et arrêter l'allaitement. Donc la maman s'appellerait Laetitia, vit mal cette situation, mais elle a reçu beaucoup de messages de soutien pour l'aider à aller de l'avant. Je n'en attendais pas moins de l'espèce humaine quand même. Alors apparemment ça se serait passé le 21 janvier, donc cette dame, Laetitia, partage son quotidien. Ok, ça c'est ce qu'on a vu. Et donc elle dit, je cite, notre aventure lactée écourtée. Elle est désemparée et explique, c'est avec une grande émotion que nous vous présentons notre chaton d'amour, Loevan. Ok, nanana, nous sommes tellement heureux qu'il soit enfin parmi nous. Ok, ok, bon ça ok, jusque-là tout va bien. Ah, et donc je dois prendre un traitement. Alors elle explique à travers une vidéo postée apparemment sur son feed les raisons de cet arrêt. On me disait que c'était lié au stress et à la fatigue, débutait-elle avant d'en dire davantage. Ok, janvier 2023, la famille, nanana. Je fais des crises d'épilepsie partielles. Donc voilà, c'est elle qui le dit.
Donc elle le dévoile à ses abonnés. Donc si je comprends bien, au départ, elle a donc eu des soucis de santé dont elle ne connaissait pas l'origine, c'est ce que je comprends. Hein. Je comprends qu'elle a eu des soucis de santé dont elle ne connaissait pas l'origine et qu'au départ, on lui a dit c'est lié au stress, c'est lié à la fatigue. Alors ça, j'aimerais déjà rebondir là-dessus. Parce que c'est quand même très symptomatique de notre société actuelle, on va pas se mytho. Dès qu'une femme annonce qu'elle a des soucis de santé, quels qu'ils soient, hein, tomber dans les pommes, faire des vertiges, mal à la hanche, mal au dos, mal au sein, bref. On minimise absolument systématiquement l'état de santé des femmes dans ce monde et encore plus, c'est-à-dire qu'on passe encore un level, c'est-à-dire que des femmes en général, mais on passe encore un level à partir du moment où on a été enceinte et on passe encore un level, il y a la femme de base, il y a celle qui a été enceinte, puis il y a encore un level au-dessus, il y a celle qui allait. Puis alors on a le combo de celles qui allaitent et qui font du cododo. Puis on a celle du combo de celles qui allaitent, qui font du cododo et qui font de la DME. Bref, on n'en fiche jamais. Ça se rajoute comme ça par strate. Mais je trouve que c'est ce qu'elle dit, c'est assez révélateur. On me disait que c'était lié au stress et à la fatigue. Et un peu plus loin, je fais des crises d'épilepsie partielle. C'est-à-dire qu'au départ, on a quand même dit à cette dame, oh ben non, mais finalement, non, mais madame, vous êtes fatiguée, vous êtes stressée, vous êtes maman, puis maman d'une famille nombreuse. Alors visiblement, le concept c'est d'être une famille nombreuse. Donc, je présume, je ne fais que supputer, je ne peux pas être à la place, mais je présume qu'on a dû lui balancer un truc du style, mais vous êtes maman de famille nombreuse, enfin voyons, ça vous demande beaucoup d'énergie, ça doit vous fatiguer, enfin tu vois, les stéréotypes qu'on peut avoir d'une femme qui gère une famille nombreuse, ou qui a et qui aime sa famille nombreuse, hein, c'est pas le souci, mais qui est comme ça en chef de famille, comme avec son conjoint, hein, on est deux chefs de famille d'une famille nombreuse, bah, effectivement on va lui balancer qu'en fait c'est dû à son mode de vie, c'est dû au fait qu'elle ait beaucoup d'enfants, si tant est qu'on ne juge pas le fait d'avoir beaucoup d'enfants, en plus, au passage, voilà. Moi, je sais que j'ai une amie qui a non, déjà, elle n'a pas beaucoup d'enfants, elle a le nombre d'enfants qu'elle a eu envie d'avoir. Je crois qu'ils en ont 5, oui, je crois que c'est ça en tout, ils sont 7 avec eux, non, ou ils ont 7 enfants, je ne sais plus, bref, ils ont entre 5 et 7 enfants, mais moi, je m'y perds. Et j'essaie de les compter dans ma tête, mais si je commence à compter dans ma tête et qu'en plus, j'essaie de vous parler, je vais me perdre. Donc, ils ont entre 5 et 7 enfants, j'ai un doute. Et effectivement, oui, j'ai même une abonnée, tiens d'ailleurs à qui je pense, famille recomposée, 9 enfants en tout. Et quand elle se balade avec les 9, effectivement, elle sent bien les regards de jugement, etc. Donc c'est quelque chose dont on parle assez souvent et librement, et elle me raconte plein d'anecdotes. Donc je présume qu'en plus, voilà, c'est typiquement le genre de femme à qui on va dire, non mais... bah oui, vous êtes stressée, vous êtes fatiguée, enfin c'est normal madame, enfin tu vois. Au lieu d'aller chercher plus loin, et donc visiblement là c'est ce qu'a fait cette dame, et d'aller enquêter plus loin, de faire des examens, etc. et de trouver une vraie cause au problème. Souvent il y a une vraie cause. Juste dire c'est la fatigue et le stress, c'est comme essayer de mettre un pansement sur une hémorragie. Hein. Ça ne fonctionne pas les gars, ça ne fonctionne pas. Mais c'est très révélateur. C'est-à-dire que son témoignage est hyper révélateur de la façon dont on traite les femmes et les mères dans notre société actuelle. Je dois donc prendre un traitement, voilà. Et c'est là où je voulais en venir sur la vidéo d'aujourd'hui. Je dois donc prendre un traitement et me résoudre à arrêter cet allaitement que j'aimais tant pour pouvoir mettre un terme à ces deux crises. On ne va pas dire de grossièreté parce que je sais que YouTube fait attention aux grossièretés. Somme toute grossièreté que je comprends tout à fait dans le contexte qu'elle ait dit ça. Aujourd'hui, je m'éteins un petit feu. Oh, petite louloute. Plus le temps passe et plus c'est dur. Et oui. Alors là, il y a même un autre phénomène dont on va parler avant de parler de l'épilepsie et de l'allaitement, parce que ça va être le sujet. En fait, on va se servir de ce qui se passe là dans la presse et pour cette maman, pour rebondir un petit peu sur le sujet de l'épilepsie et de l'allaitement. En plus de ça, il y a un phénomène qu'on voit beaucoup chez les mères allaitantes qui doivent arrêter de façon extrêmement brutale leur allaitement. C'est que c'est un véritable arrachement, c'est un véritable deuil, c'est-à-dire que le corps et l'esprit ne sont plus alignés, et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On l'avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la vidéo que j'ai fait sur le premier article de The Lancet sur les stratégies marketing des lobbies, des PCN, et effectivement, dans l'article du Lancet,
Le Lancet expliquait qu'effectivement, en plus de ça, quand on fait des arrêts brutaux d'allaitement, alors là c'était dans le contexte des lobbyistes, des PCN, etc. Mais effectivement, ils évoquaient le fait, et ça on pouvait le retrouver sur la Leche League ou quoi comme information, c'est que quand on dit à un parent allaitant de stopper l'allaitement du jour au lendemain, c'est extrêmement difficile. Et imaginez-vous que c'est comme si, et le parallèle est très très juste, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui fume des paquets de cigarettes tous les jours d'arrêter du jour au lendemain. C'est comme si moi, je devais arrêter le chocolat du jour au lendemain. Du jour au lendemain, plus de chocolat. Mais les gars, je vous fais une dépression, hein, je vous le dis direct. Et en fait, c'est ça. Pourquoi je fais le comparatif? Parce que en tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, j'ai travaillé en addicto. Et effectivement, quand tu bosses en addicto, on te dit bien que ça, tu ne vas pas le faire du premier coup, tranquillement, d'accord, ça va venir au fur et à mesure, ok. Et en fait, c'est exactement ça, c'est que normalement, le sevrage, c'est un processus qui se travaille sur le long terme, il y a des phases qui font que on va aboutir au sevrage, comme un divorce. Vous levez pas un matin, vous dites, ah, chérie, si on divorçait? Oh bah dis donc, j'ai bien envie de divorcer, moi. Non, il y a eu tout un tas d'événements, d'épreuves, de trucs qui font qu'au bout d'un moment, la relation, elle s'étiole et que on en vient à se dire, ah mince, tiens, ici on se séparait. Alors plus ou moins dans la douleur, mais voilà, il y a eu tout un tas d'events qui ont fait que, bon, bah, finalement, et si on divorçait? Le sevrage, c'est ça. Il va y avoir tout un tas de petits events. L'enfant grandit, il se détache. Il y a des périodes quand on a nos règles où c'est très difficile d'allaiter. Donc finalement, c'est une période où on n'aime pas trop ça. Donc du coup, ben, effectivement, ça commence à mettre aussi une certaine distance. Même si l'enfant retète après la période des règles. Ça n'empêche que c'est des périodes qu'on vit régulièrement, parce que c'est nos cycles. Au moins une fois dans le mois forcément, mais plusieurs fois dans l'année, je veux dire, si on allait de façon anthropologique sur le long terme. Donc effectivement, il y a le temps, tout le corps et l'esprit travaillent sur le fait que, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais quand on dit à un parent, stop, vous arrêtez d'allaiter, maintenant, vous sortez de ce bureau, il n'y a plus de tété. Bon, admettons qu'on peut passer la journée, hein, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, le choc est clac, le couperet tombe. Et c'est vraiment ça, c'est un couperet qui tombe, c'est-à-dire que c'est ça. Et on nous coupe dans des émotions. On ne pouvait plus allaiter. Et alors, il y a tout se met en branle. Enfin, je veux dire, moi qui l'ai vécu quand Moshi avait 5 mois, je l'ai déjà raconté, nous avons perdu le papa de l'amoureux dans des conditions particulières qui font que chaque membre qui avait été en contact avec lui devait prendre un traitement. À l'époque, Moshi avait 5 mois, un peu moins de 5 mois. 5 mois. Bon, bref, un truc comme ça. Et où je traduis en date. Et on a quand même appelé l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, etc., pour être sûr des démarches. À l'époque, je ne connaissais pas le CRAT, fort dommage. Et donc l'ARS nous a bel et bien soutenu que moi, je devais arrêter d'allaiter, en tout cas pendant la durée du traitement. Moi, je ne vais pas arrêter définitivement, mais pendant la durée du traitement, qui n'était que d'une semaine, pour le coup, puisque là, cette maman arrête aussi pour prendre un traitement, mais visiblement sur le plus long terme. Et je devais arrêter d'allaiter, et je devais, moi, prendre le traitement, et Moshi devait prendre une forme pédiatrique. Bon, à l'époque, j'aurais connu le CRAT, j'aurais été faire... J'aurais fait mes petites recherches, j'aurais demandé la molécule de ce qu'on allait prendre, et en fait, quand je l'ai cherché des années plus tard, c'était totalement compatible avec l'allaitement. Voilà. Donc, des fois, quand on n'est pas informé, on n'est pas informé. Donc, des fois, ça vaut le coup quand on vous dit que vous devez prendre un traitement et qu'on vous dit oh, non, mais il va falloir arrêter d'allaiter. Ça vaut le coup de se renseigner sur ce qu'on va vous donner comme traitement et de faire les recherches parce que malheureusement, les médecins aujourd'hui fonctionnent encore beaucoup avec le Vidal. Et le Vidal, il met beaucoup de freins sur tous les traitements. Alors, quand on regarde sur le CRAT, alors il y a le CRAT, il y a Ilactantia, enfin, il y en a plusieurs. J'avais fait un réel là-dessus. Il y en a plusieurs sur lesquels on peut aller vérifier qui sont des sources médicales. Hein. Et là, tout de suite, par exemple, le CRAT, je sais que si, par exemple, admettons, une molécule est vraiment pas compatible, parce que ça peut exister, hein, et bien le CRAT, en général, en dessous, il te donne une liste d'alternatives qui font donc des médicaments qui sont dans le même principe actif de ce qu'on veut te prescrire, mais qui peuvent être compatibles avec l'allaitement. Donc, par exemple, voilà, ça peut être... des choses à aller regarder. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Donc oui, voilà, on en était sur le fait que ça peut être un choc vraiment, et je comprends, vraiment, j'ai mal au cœur quand je la lis, la pauvre. Aujourd'hui, je m'éteins à petit feu. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment une partie de nous quand c'est trop un choc comme ça. C'est un deuil, c'est réellement un processus de deuil, sincèrement. Alors, c'est déjà un processus de deuil, mais qui se fait sur le long terme quand ça va être un sevrage dit anthropologique. Mais quand c'est un sevrage induit et quasiment forcé comme ça, c'est un véritable deuil. Cette
maman va avoir un travail de deuil incommensurable à faire et j'espère qu'elle sera très très bien entourée pour ça. Après, ça se dépasse, mais sur le moment, on n'en est pas à ce stade. Plus le temps passe et plus c'est dur. Et oui, je te regarde, je pleure, je te donne le biberon, je pleure. Ah oui, non mais moi j'étais dans l'incapacité totale à l'époque où ça nous est arrivé. Je n'ai pas pu donner de biberon à Mochi. Heureusement qu'une de mes belles-sœurs était là et qu'elle était à l'aise avec le biberon parce que moi je ne pouvais pas lui donner. Je ne pouvais vraiment pas lui donner, c'était impossible. Donc vraiment, je la comprends tellement, tellement, tellement. Voilà, je m'en veux, voilà. Malgré le fait que moi, voilà, je m'en veux. Voilà, heureusement pour toi, ça se passe bien. Oui, souvent les enfants sont très très résilients et s'adaptent très très bien. Heureusement, ça nous sauve. Ça nous sauve notre santé mentale, malgré le fait que moi, je m'en veux de t'imposer cet arrêt brutal. Mais bien sûr, il y a tout un tas de choses qui doivent probablement se vivre par ailleurs. Alors, du coup, tout ceci pour en revenir au fait que cette maman évoque le fait qu'elle est obligée de s'arrêter parce qu'elle fait de l'épilepsie partielle, d'accord ? Encore une fois, je ne suis pas médecin, je préfère mettre tous les warnings partout, je ne suis pas médecin, je ne me substituerai jamais à un médecin, mais c'est pour parler de l'épilepsie et de l'allaitement, ça permet de faire un pont. J'ai été un petit peu, bien sûr, m'informer, autre que dans mes cours d'allaitement, et il y a le site qui s'appelle Épilepsie France, la vie d'abord, et qui dit ceci. L'allaitement naturel est reconnu comme bénéfique pour la santé et le développement psychomoteur du nouveau-né. Néanmoins, les traitements épileptiques absorbés par la mère sont transmis au nourrisson. Le système hépatique du nouveau-né n'étant pas encore totalement performant, deux attitudes s'opposent. Une attitude de précaution qui proscrit l'allaitement, donc là vraiment on vous dit c'est ce qui doit être le cas pour cette maman, non ce n'est pas possible, et une attitude plus permissive qui autorise l'allaitement avec certains médicaments antiépileptiques et pendant une certaine durée, au motif que les cas d'intoxication du nourrisson sont exceptionnels et qu'un allaitement évite à l'enfant un sevrage brutal. Encore une fois, je ne connais pas le dossier médical de cette maman, on ne fait que lire ensemble de la documentation sur le sujet. La décision d'allaiter reste un choix personnel de la mère, résultant d'un dialogue ouvert entre elle, le neurologue, le gynécologue, le pédiatre. Alors déjà, c'est la neurologue, la gynécologue et la pédiatre. On n'est pas obligé que ce soit que des mecs non plus. Cette décision doit tenir compte du traitement et du risque de crise. Donc je ne connais pas le traitement qui a été prescrit à cette maman. Les précautions autour de l'allaitement. Lorsque l'épilepsie de la mère est mal contrôlée et que visiblement elle peut continuer, là ce que ne précise pas l'extrait, c'est que on parlerait d'un cas où l'allaitement peut continuer avec de l'épilepsie, d'accord ? Le traitement est ok, machin. Des précautions particulières doivent être prises pour la tétée, tétée au niveau du sol ou sur le lit en position allongée et ne pas hésiter à se faire assister d'une personne pour éviter les chutes. Et oui, ça me paraît tout à fait cohérent. Que nous dit la Leche League à ce propos ? La Leche League a fait donc un article et à la fin de cet article, vous retrouvez tout un tas de sources qui sont possibles d'aller lire, étudier, etc. Je vous avoue que je n'ai pas lu toutes les sources pour cette fois-ci, je me suis juste basée sur déjà l'article de la Leche League qui nous en donnera déjà un bon morceau. En intro, la Leche League nous dit que les mères qui allaitent leur bébé tout en étant traitées pour l'épilepsie, donc que la plupart de ces mères étaient réticentes à allaiter en raison de la peur des effets secondaires de leur traitement sur leur bébé. On peut complètement les comprendre. Si en plus on leur dit pas qu'elles peuvent aller se renseigner sur le CRAD, si on leur dit pas que, voilà, concrètement, c'est difficile d'avoir les bonnes infos et de faire surtout un choix éclairé, qui peut être celui d'arrêter d'allaiter, attention. Mais quand t'as pas toutes les infos, c'est compliqué de faire un choix éclairé. Cependant, l'étude a suivi 181 enfants dont les mères étaient traitées pour l'épilepsie et a comparé les enfants qui ont été allaités à ceux qui ne l'ont pas été. Donc il y a vraiment une étude qui a été menée sur des enfants dont les mères étaient épileptiques. Et donc il y a eu des mères qui étaient traitées et d'autres qui ne l'étaient... donc des mères qui étaient toutes traitées, pardon. Attendez. Comparer les enfants qui étaient allaités et ceux qui ne l'ont pas été. Donc on a pris des groupes de mamans épileptiques qui avaient forcément un traitement et on a divisé en deux groupes, celles qui allaitent, celles qui n'allaitent pas, d'accord ? Ok, bon. Les résultats ont montré que les enfants allaités avaient un QI plus élevé que les autres. Ok, alors ça de base, c'est déjà une étude qui a été faite, sans parler de mères épileptiques, c'est déjà une étude qui a été faite entre des bébés qui étaient allaités et des bébés non allaités. Il y avait déjà eu ce même résultat sans mettre en plus dans l'équation l'épilepsie. Mais ça, la Leche League du coup rajoute, principalement en raison de l'utilisation du valproate. Donc ça doit être probablement une molécule qui est utilisée pour le traitement des mères épileptiques. Et visiblement, ça joue aussi sur une incidence
positive quant au QI des bébés. Une autre étude norvégienne a également été menée et a montré que l'allaitement par une mère traitée par des antiépileptiques n'a pas eu d'impact négatif sur le développement neurologique de l'enfant et pourrait même contrebalancer un impact négatif de l'exposition in utero. C'est-à-dire que si on a des mères qui avaient une épilepsie avérée avant la grossesse, qui ont eu un traitement pendant la grossesse, visiblement, l'étude norvégienne montrerait que si les enfants sont allaités, ça viendrait contrebalancer l'exposition aux antiépileptiques pris pendant la grossesse. C'est plutôt assez intéressant, je trouve. Alors après, la Lecheline nous fait tout un tas de... nous énumère tout un tas de traitements. Là, si vous voulez aller lire, je vous laisserai vraiment aller lire. Vous tapez allaitement, épilepsie et Lecheline, vous allez tomber dessus. Mais on voit par exemple que pour le premier, qui est le carbamazépine, voilà, bon, taux relativement élevé dans le lait. Ok. Enfants allaités par la mère, la plupart des enfants ne présenteront pas d'effets secondaires, voilà, mais des cas de sédation, c'est-à-dire, voilà, un peu amorphe, de succion faible, donc ça va venir poser un trouble de succion, de syndrome de sevrage au moment de l'arrêt de l'allaitement, ouais, donc il y a quand même un petit truc avec le cachet qui n'est pas top, ok. Voilà, celui-ci visiblement en plus impose des petites choses à l'enfant. On nous dit la carbamazépine peut induire un syndrome de Steven Johnson ou un syndrome de Lyell de façon non dose dépendante. Bon, voilà. Ça, c'est pour celui-ci. Mais il y en a plein d'autres. Il y a le clobazam apparemment faiblement excrété dans le lait humain. Voilà. Donc, un effet négatif chez l'enfant allaité est hautement improbable. Donc voilà, celui-ci a l'air plutôt possible à voir avec son médecin, toujours bien sûr. Il y en a qui provoquent un peu de sédation, un peu de somnolence chez l'enfant. Voilà, il y en a d'autres. Donc, il y en a certains qui ont des taux élevés, d'autres qui ont des taux faibles. Voilà, par exemple, la gabapentine, on nous dit, ne semble pas avoir d'impact sur le démarrage de l'allaitement. Bon, voilà. Dans une certaine mesure de dose. Voilà, on nous dit par exemple que le lacosamide n'a pas eu d'impact négatif sur le développement de 3 enfants qui ont été allaités pendant 7 et 9 mois. Bref, voilà, il donne tout un tas le valproate, il est là, est faiblement sécrété dans le lait humain et son taux sérique infantile est faible ou inférieur à la limite de détection. Il est très largement utilisé depuis des décennies pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires sans qu'aucun effet secondaire avéré n'ait été rapporté chez les enfants allaités. Théoriquement, il pourrait présenter une toxicité hépatique et on suivra donc l'enfant à la recherche d'un ictère ou d'un problème hépatique. Un cas de thrombocytopénie a été rapporté, mais il semble peu probable que le valproate soit en cause. Bon, en plus, il serait toutefois prudent de suivre également la survenue de saignements anormaux chez l'enfant. Bon, ils mettent toujours en garde contre tout, mais bon, voilà, il semble quand même dire qu'il existerait des solutions, bien sûr, suivant le cas de chacun, et c'est d'ailleurs la conclusion de la Leche qui nous dit que la plupart des antiépileptiques peuvent être utilisés en monothérapie. Donc je suppute qu'il doit probablement y avoir peut-être des duothérapies ou des trithérapies en traitement antiépileptique. Peut-être, je suppute, je ne suis pas sûre, je n'y connais rien. Mais en tout cas, on nous dit la plupart des antiépileptiques, oh, je vais trop vite. La plupart des antiépileptiques peuvent être utilisés en monothérapie pendant l'allaitement et les données disponibles à long terme ne montrent pas d'impact sur le neurodéveloppement des enfants allaités. Bon, toujours à voir avec son médecin, bien sûr, je ne fais que vous lire les conclusions de l'article. Cependant, l'utilisation de plusieurs antiépileptiques ou d'autres produits à visée neurologique, voilà, donc quand il y a des combos, en fait, pourrait avoir un effet différent. Voilà, donc c'est en cas de combo, c'est bien ce que j'avais compris. Certains antiépileptiques peuvent causer des effets secondaires aigus chez le bébé allaité. Les enfants allaités par une mère prenant des antiépileptiques devraient donc être suivis régulièrement pour surveiller leur développement et pour rechercher des signes d'apnée, de sédation, de faible prise de poids, etc. Je comprends que si tu te dis ouais, je vais quand même continuer à allaiter et je vais je vais voir si je peux avoir un traitement adapté. Je comprends que si tu te dis ça, mais que derrière tu te dis ah non, mais en fait il faut que je fasse tous ces examens, il faut que je fasse suivre mon enfant, j'ai pas envie de lui faire subir ça entre guillemets. Je comprends que tu prennes aussi à contre-cœur le choix d'arrêter, tu fasses le choix d'arrêter d'allaiter. Je peux comprendre franchement.
Les antiépileptiques sont corrélés à un risque plus élevé du syndrome de Steven-Johnson. Alors, je ne connais pas ce syndrome. Si vous le connaissez, n'hésitez pas en commentaire. Ou de syndrome de Lyell. Alors, c'est pareil, je ne le connais pas. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre. Il est donc important de surveiller de près la survenue éventuelle d'un rash chez le bébé allaité, mesurer les taux sériques de l'antiépileptique, pris par la mère n'est utile que si l'enfant présente des signes cliniques suggérant un impact toxique du produit. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a éventuellement, suivant le traitement qu'on va suivre, toujours une possibilité de continuer à allaiter, qu'il faut vraiment voir ça avec son équipe entière. On parlait du médecin, de la gynécologue, de la pédiatre, d'une IBCLC aussi, quand on allaite. Moi, je vous conseille vraiment fortement de vous tourner vers des IBCLC, donc des consultantes en lactation certifiées IBCLC, pour faire un point. Et après, ben voilà, il y a les tenants, les aboutissants, c'est-à-dire que même si vous avez un traitement adapté, il y a quand même un suivi à faire derrière pour votre bébé qui semble être quand même assez important et assez conséquent. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on n'y est pas prêt? À quel point on tient vraiment à allaiter son enfant et vraiment c'est the projet et on va aller jusqu'au bout et on va faire les choses, etc. Ou on se dit, bon, écoute, ça vaut pas la peine que tout ça se passe pour notre bébé. Voilà, c'est dur pour moi, je vais faire mon deuil de mon côté. C'est sûr que c'est un deuil qui est accompagné. Et d'ailleurs, pour des deuils d'allaitement, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des marraines d'association, par des animatrices de réunion, par des conseillères en lactation, par des consultantes IBCLC, voilà, bien sûr, n'hésitez pas à chercher du soutien autour de vous, que ce soit auprès de professionnels ou auprès d'associations en allaitement. C'est très très important de ne pas traverser ça toute seule. C'est déjà un suffisamment grand impact sur notre santé mentale quand en plus c'est pas décidé et ça ne se fait pas comme ça de façon naturelle avec le grand N de nature. Pardon, je m'étouffe. Donc, n'hésitez franchement pas à vous faire entourer. Voilà, écoutez, ce petit article, et je suis vraiment, sincèrement, tellement désolée pour cette maman que je ne connais pas du tout d'ailleurs, mais j'aurais tellement envie de lui faire un gros câlin, la pauvre, vraiment. Ayant traversé ça sur une très courte période, j'imagine que quand c'est définitif, c'est encore pire. Ça se voit ou pas que j'ai les yeux qui brillent parce que j'ai un truc qui me gratte au fond de la gorge, ça se voit. Je ne vais pas finir cette vidéo. Bref, voilà, j'aurais vraiment envie de lui faire un très gros câlin, mais son témoignage nous aura permis d'aborder un thème qu'on n'avait encore jamais abordé ici, qui était l'allaitement et l'épilepsie, et on a pu voir un petit peu ce qu'il en est dit dans les écrits scientifiques, en se basant entre autres sur la Leche League ou encore sur Épilepsie France, qui est un site français pour les personnes épileptiques. Je ne vais pas finir cette vidéo, donc on va l'arrêter là-dessus, sinon je vais mourir en direct. Je vais vous faire des gros bisous. Si vous avez été concerné par cette maladie en tant que parent allaitant, s'il y a une personne de votre entourage qui est concernée, je vais pas y arriver, surtout n'hésitez pas à témoigner en commentaire parce que je suis sûre que ça pourra aider plein de parents. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo autour de vous si ça peut amener un peu d'informations autour de vous sur cette thématique-là. En tout cas, moi, j'attends vos commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En espérant ne pas m'étouffer en direct. Voilà, donc comme d'habitude, je vais tenter un arrêt d'allaitement en direct. C'est bon, j'y suis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain matin.